Je suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. C'est en 1857, sur des terres agricoles régulièrement inondées par les crues du Rhône, que le parc de la Tête d'Or est créé, à la lisière du fleuve et de la ville de Lyon. Dès les origines, le parc est avant tout une vaste promenade publique, dotée d'une grande variété d'ambiances et de paysages. Conçu la même année que Central Park à New York, ce parc urbain de 117 hectares est l'un des plus grands de France. C'est un chef-d'œuvre des frères Buller, paysagistes renommés de la fin du XIXe siècle, dont l'idée consiste à mettre la nature au cœur des villes. Daniel Boulins est directeur du parc. Daniel, les concepteurs de ce parc étaient des paysagistes extrêmement connus à l'époque, c'était les frères Buller, qui pendant 50 ans vont complètement transformer les parcs et jardins français, à Béziers, à Bordeaux, énormément en Bretagne, à Rennes. À Rennes, bien sûr, au Tabor. Avec le parc du Tabor. Et ils viennent faire leur premier parc urbain à Lyon, 117 hectares, c'est énorme, alors que c'est le début de leur carrière. C'est le début de leur carrière, mais effectivement, c'est leur chef-d'œuvre. Donc, basé sur justement ces grandes perspectives. Mais quand on regarde ce vallon qu'on appelle le vallon de la Petite Suisse, il est très caractéristique des frères Buller. Parce que ces conifères rappellent les montagnes suisses, les vallons suisses, et c'est un des rares endroits du parc où on peut voir de légères déclivités. Et ce secteur où on a un jeu qu'on appelle en paysage de coulisses, ce système de végétation, de conifères qui s'enchevêtrent les uns dans les autres et qui permettent justement de faire un rideau, une cloison vis-à-vis du Rhône, c'est un écran très subtil. C'est un rideau qui se laisse traverser suivant les angles de promenade qu'on va avoir dans le parc. Et ça en fait toute sa singularité. Puisqu'on devine aussi, pareil, qui est un vrai travail typique de cette époque, c'est-à-dire ce jeu de plein et de vide, les pleins avec les bosquets, les allées boisées. Tout ça, c'est vraiment un travail qui est typique de cette époque. On essaie de fabriquer des profondeurs et puis des lieux un petit peu plus intimes. Alors, les frères Buller ont développé dans ce parc une vraie spécificité. C'est ce travail sur les bosquets. On en a un bel exemple devant nous, avec ces beaux tulipiers qui commencent à prendre une jolie couleur, et également avec des érables et des tilleuls. Le principe des frères Buller, dans un si grand espace, c'était de redonner une taille humaine. Et donner une taille humaine, c'était de regrouper des arbres de même espèce, relativement proches les uns des autres, pour que de loin, on ait l'impression que c'est un seul arbre. Donc ça, c'est particulièrement réussi. Et ça, c'est la base de la conception des frères Buller dans le parc de la Tête d'Or. Et dans un parc d'une centaine d'hectares, on ne peut pas faire que des petits cheminements. On est obligé de faire des allées avec des grandes dimensions, des allées un peu plus moyennes, et puis des petites allées plus intimistes. Il fallait hiérarchiser tous ces cheminements. Ah oui, vous avez totalement raison. Il faut se souvenir qu'à l'origine, il y a 150 ans, ces allées, elles étaient soit en pavé, soit en terre battue solide. Et sur ces allées, il passait des calèches et des carrosses. Et c'était le lieu de démonstration de la bourgeoisie lyonnaise. La bourgeoisie lyonnaise venait le samedi ou le dimanche se promener en carrosse tirée à cheval. Et les gens de classe plus modeste utilisaient les contre-allées, les petits chemins, pour regarder les nobles et les bourgeois qui paradaient dans le parc. C'est assez original, on a du mal à imaginer ça aujourd'hui. Et leur coup de génie aux frères Buller, c'est aussi la création de ce grand lac, qui prend une partie très importante de la surface du parc. Il faut se replacer il y a 150 ans en arrière. Il y a 150 ans en arrière, on était dans les marécages ici. On était dans ce que
à Lyon, on appelle les launes. Les launes, ce sont ces espèces de méandres du fleuve dans lesquels l'eau divague. Et lorsque le Rhône débordait, il venait inonder ces zones semi-agricoles. Donc ce lac était déjà un peu préfiguré par rapport à ces débordements du Rhône. Alors aujourd'hui, le lac fait 17 hectares. Il constitue une magnifique perspective très forte. Donc c'est vraiment là le coup de génie d'avoir créé en plein dans l'axe de l'entrée du parc ce lac. Le parc de la Tête d'Or devrait son nom à une légende. On raconte que creusant le lac, des ouvriers déterrent une statue en or représentant la tête du Christ et se battent pour la posséder. Attristé par ces altercations, le Christ pleure et ses larmes remplissent peu à peu le lac, ainsi nommé la Tête d'Or. Au XIXe siècle, les Lyonnais apprécient la forêt naissante. Des conifères, des cèdres du Liban, des cyprès chauves et des platanes sont plantés. Le parc de la Tête d'Or est constitué d'un grand lac, de vastes pelouses, d'allées plantées et de cheminements multiples qui distribuent les espaces paysagers, comme les sous-bois de la Petite Suisse, les Trois Roseraies, le jardin botanique, les serres et les nombreux jardins à thème comme le jardin mexicain. Enfin, le zoo auquel s'ajoute le parc Odin. Le parc zoologique s'inscrit dans un programme d'élevage et de protection d'espèces menacées. Xavier Vaillant en est le directeur. Xavier, l'enclos des daims qu'on a sous les yeux, c'était un enclos qui était déjà aux origines du projet des Frères Buller. Effectivement, ouais, c'était un enclos qui était déjà sur les dessins qu'on retrouve dans les archives de la ville de Lyon, avec cet enclos à daims, donc très grand, et puis toute une autre zone aussi qui est prolongée un peu plus loin dans le parc, qui était réservée aux animaux utiles pour le 19e siècle. Donc les animaux utiles, c'est des animaux qu'on trouve dans les basses-cours. C'est les vaches aussi, puisqu'il y avait une vacherie avec une laiterie. Le lait était ici pasteurisé et ensuite utilisé dans les orphelinats lyonnais. Et puis d'autres animaux un peu plus sauvages peut-être, mais qui avaient des fonctions en particulier de loisirs, la chasse. Et c'est pour ça qu'on retrouve cette espèce, les daims, pour que l'ensemble des Lyonnais de l'époque puissent connaître l'espèce qu'on pouvait chasser dans les chasses privées autour de Lyon. C'était une idée de ramener la nature en ville. Exactement, déjà. Ramener la nature en ville déjà, ouais. Alors le zoo, au parc de la Tête d'Or, il n'a pas toujours eu le vent en poupe. Il y a eu des moments où il a failli disparaître. Effectivement, le regard des gens a beaucoup changé au cours du XXe siècle. Ouais. Et fin des années 90, on avait vraiment prise de conscience de cette notion d'incarcération peut-être. Et donc il était temps peut-être de faire autre chose. Et c'était aussi le début, l'initiation du projet de la plaine africaine. Ce projet-là, donc, on s'en rappelle, créé en 2006, on a cassé plein de petits enclos, plein de petites cages. Et on propose à cette époque un projet très grand, plus de 2 hectares. On rouvre les enclos, en fait, on cohabite. Et on passe d'un zoo complètement fermé avec plein de petits espaces à un zoo complètement ouvert, très grand. Et même novateur à l'époque, très peu d'espaces comme ça en Europe. Et ça reste encore aujourd'hui un exemple qui est repris dans plein d'autres parcs zoologiques en Europe.
Et il y a même presque cette idée de jardinage. Oui, effectivement, la paysagiste Jacqueline Hosty qui avait proposé ce projet-là a voulu faire un travail effectivement sur les couleurs, les tons et même les volumes. On voit, il y a un vrai travail sur les volumes. Ouais, les enrochements. Exactement, donc un vrai travail de paysagiste, mais qui a un intérêt malgré tout pour nous, zoologues qui nous occupons de ces animaux, et surtout pour le bien-être de l'animal. Aujourd'hui, on a présent sur cette plaine africaine une quinzaine d'espèces différentes qui cohabitent. Ça va de ces vaches watusi aux antilopes, les zèbres. Et donc tout l'intérêt de l'intégration de ces espaces collines avec des cheminements de traverse entre ces collines, c'est pour permettre aux animaux de pouvoir s'extraire de la vue du public, mais aussi des animaux entre eux. C'est-à-dire que les vaches vont aller à un certain endroit pour tout simplement échapper aux zèbres ou au regard des antilopes. Et puis on a quand même ce travail tout à fait remarquable de recréation presque d'écosystèmes. Voilà, avec ces essences végétales qui ont été choisies, ressemblant à des espèces végétales. Ouais, on pourrait imaginer des acacias. Exactement, exactement. Là, vous êtes en train de gérer des paysages quand vous vous attaquez à ça. Oui, et c'est pour ça que dans nos équipes, aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui maîtrisent aussi le végétal, en plus de maîtriser l'animal. En fait, on se rend compte que la jonction des métiers se fait au travers de l'environnement et l'espace qui est donné aux animaux. Au moment de la création du parc de la Tête d'Or, la pratique de l'hybridation des plantes, dans le but de créer des spécimens inédits, est au cœur des activités de la ville de Lyon, et ses retombées économiques et financières sont très importantes. Stéphane Crozat est ethnobotaniste au CRBA, le Centre de recherche en botanique appliquée de Lyon. Spécialiste de l'horticulture, il a étudié la relation étroite qui s'est tissée entre les hommes et les plantes au sein du parc de la Tête d'Or. Lyon invente à la fin du XVIe siècle, on peut dire la botanique moderne contemporaine, parce que il y a 300 imprimeurs dans la ville, les médecins qui ont besoin de venir publier leurs travaux, qui veulent faire connaître leur science, leur savoir, viennent à Lyon. Toute une série de botanistes importants, à commencer par les Jussieu, très connus à Paris, pour le Jardin des Plantes par exemple, sont originaires de Lyon, Poivre et tout un tas de botanistes importants. Et ça va créer une tradition, une lignée et surtout des collections de plantes qui vont arriver progressivement entre le XVIe siècle et le XIXe siècle et vont constituer des collections de base, de travail qui vont être utilisées par les horticulteurs. La grande serre, le palmarium, 22 mètres de haut à l'époque, pendant 5 ans, ça constitue les serres les plus hautes d'Europe. L'économie locale, l'agriculture, la viticulture, la médecine, la pharmacie, la chimie, toutes ces grandes industries ont besoin, sont dépendantes de la botanique et on va doter à l'intérieur de ce parc les Lyonnais d'un jardin de botanique pour expérimenter. Finalement, c'est un jardin utilitaire d'expérimentation au sens propre. 2 ans après l'ouverture du parc, un grand jardin botanique y est créé. Il prend une place essentielle dans l'histoire de la création florale. Comme tous les jardins botaniques, c'est souvent les écoles de médecine qui vont motiver la création des jardins botaniques. Mais à Lyon, l'originalité, c'est que l'industrie de la soie s'en mêle. Alors, exactement. En plus du jardin de plantes médicinales, les soyeux écrivent au maire de Lyon en disant « on a besoin d'un jardin floral ». Pourquoi ? Parce que la soierie est dépendante de ceux qu'on appelle les peintres de la fabrique, la soierie, et ils ont besoin de modèles. Et jusque-là, ils vont les chercher dans leur jardin, chez leurs voisins. De modèles pour leur nature morte. Exactement. Alors, les dahlias jouent un rôle très important puisque les Lyonnais vont remarquer, comme d'autres horticulteurs, que c'est une fleur très facile à transformer. Quand on sème les graines du dahlia, de nouvelles formes arrivent. Au départ, en fait, vous semez une plante en terre, elle va faire une nouvelle forme, une nouvelle couleur, mais si vous voulez la conserver de génération en génération, il va falloir la diviser. Donc c'est par ces tubercules qu'on les divise et qu'on les multiplie. Si vous ressemez, vous allez avoir quelque chose de complètement différent. Et là, on crée.
Et les Lyonnais vont vraiment exceller puisqu'on considère aujourd'hui qu'il y a une trentaine de formes de fleurs différentes. Elles sont classées mondialement, le dahlia collerette, le dahlia cactus, le dahlia pompon. Et ici, on a inventé donc le dahlia collerette et entre autres le dahlia qu'on a appelé colossal. Très très grosse fleur, assez proche du type de ce qu'on a ici. Encore plus gros. Beaucoup plus gros, oui, quasiment une quarantaine de centimètres au départ, mais c'est ces formes à très très grosses fleurs qui ont fait entre autres les heures de gloire du parc de la Tête d'Or. Il faut savoir qu'à l'origine, le dahlia à l'état sauvage, il est introduit fin 16e, début 17e siècle en Europe, il vient d'Amérique du Sud. C'est une fleur rouge simple, grosse comme ça à peu près, une seule rangée de pétales, et c'est tout. Et c'est le travail de l'homme et des horticulteurs qui, au fil des siècles, a amélioré, transformé ces différentes formes. Le parc de la Tête d'Or a vu naître de nombreuses espèces de plantes et de fleurs. Des cultivars ou variétés de roses ont notamment vu le jour ici. Chaque année, un concours met en compétition des horticulteurs rosiéristes du monde entier, qu'on nomme aussi obtenteurs. Ils cultivent et exposent leurs créations dans la roseraie de concours de la Tête d'Or. Nathalie Ferrand, historienne, fait partie du jury de cette compétition désormais centenaire. Nathalie, à Lyon, on est au cœur de l'histoire de la rose et surtout c'est ici qu'on invente la rose moderne. Et alors là, par exemple, on a un très bel exemple d'hybride de thé. Jaune, la couleur jaune est inventée à Lyon. Alors oui, le jaune est inventé par Joseph Perdet-Duché, surnommé le magicien de Lyon, qui en 1897 obtient une rose baptisée Soleil d'Or et première rose d'un jaune inconnu jusqu'alors. Elle est considérée, cette rose-là, comme la première rose moderne. Elle ouvre la voie véritablement aux roses modernes. Elle clôt l'ère des roses dites anciennes. Elle marque la naissance de roses dotées de qualités nouvelles, comme par exemple la remontance, le fait pour un rosier de fleurir plusieurs fois. Donc de fleurir au printemps, en été, en automne. Exactement, jusqu'au gelé. Une palette de couleurs aussi plus variée. La forme aussi de la rose est très différente de nos fameuses roses anciennes, très globuleuses, très... voilà. Avec beaucoup de pétales. Exactement, qui la plupart du temps se limitaient aux teintes blanches, crème, voilà. Donc cette grande activité du 19e et puis du début du 20e siècle, est-ce qu'elle est encore là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une grande continuité de cette activité horticole qui a maintenant plus d'un siècle? Alors oui, elle est là aujourd'hui. Donc il faut savoir que cette histoire qui a débuté dans les années 1810-1820 a su se pérenniser, notamment parce que certaines de ces familles ont su se constituer en véritable dynastie et poursuivre l'activité encore aujourd'hui. Ils continuent de créer des roses? Ils continuent de créer. Ce sont des familles qui se distinguent encore dans les grands concours européens, non seulement à Lyon, mais aussi dans les concours au concours de Bagatelle, à Baden-Baden, à Genève, en Schwangau-Rosen. Et finalement, elles forment toujours en fait une certaine élite dans le monde de l'horticulture. L'histoire botanique lyonnaise a laissé en héritage une collection impressionnante d'espèces végétales. Dans les serres destinées au public, on découvre une des plus grandes collections françaises de plantes carnivores, des centaines de variétés de bégonias, mais aussi des plantes tropicales de tous les horizons. Grégory Cianfarani est directeur adjoint du jardin botanique. Il soigne et entretient les plantes dans la serre de la Canopée du parc de la Tête d'Or. Grégory, on est dans une des petites serres du jardin botanique du parc de la Tête d'Or. C'est un endroit où vous chouchoutez les plantes. Alors effectivement, on est dans la nurserie du jardin botanique des serres tropicales. Et c'est là où on élève nos bébés, je dirais.
à partir soit de graines, soit de boutures. Voilà, la destination de ces plantes-là, c'est les serres et c'est les yeux du public au final, parce qu'on a une grande mission d'éducation à l'environnement, au monde végétal, au développement durable. Et puis on a aussi comme mission la conservation et la recherche. Alors j'entends par conservation, par contre, la conservation de collections. On n'est rien d'autre qu'un musée. On n'a pas des Rembrandt, on n'a pas des Picasso, mais effectivement, on a des plantes vivantes. Ici, on a une partie de notre collection d'Aracées. On a aussi une très belle collection, une des plus belles de France, de plantes carnivores. Donc là, on a une petite pinguicule qu'on élève ici et qui finira être présentée au public. Oui, il y a des feuilles collantes. Un petit peu collantes, ouais. Voilà. Et puis, on a aussi une autre collection phare que sont les bégonias, une des plus belles collections d'Europe présente ici. Beaucoup de bégonias horticoles, c'est-à-dire obtenus de la main de l'homme, mais aussi énormément d'espèces naturelles, dites botaniques. Cette espèce-ci, elle n'est pour l'instant pas identifiée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de nom. Au Jardin botanique de Lyon, pour l'instant, elle n'a pas de nom. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas connue de la communauté scientifique. Pour l'instant, on n'en sait rien. Est-ce que c'est une nouvelle espèce ou est-ce que c'est une espèce qu'on n'a pas identifiée? On ne le sait pas. Alors, on connaît son origine, on sait qu'il vient du Sulawesi. Donc, il faudra prendre un petit planisphère pour voir où se trouve le Sulawesi, en Asie. Et les botanistes vont travailler à l'identification de cette espèce. Et pour ça, on a aussi la possibilité de mettre la plante en herbier. Une des méthodes pour le conserver, pour l'analyser, pour le décrire. Oui, voilà. On est peut-être en présence d'une espèce très, très intéressante, hormis le fait qu'elle est également assez jolie. C'est-à-dire que le jour où on l'a multipliée et qu'on la présentera au public, ça, dans un décor végétal, ça permet aussi d'être très bien. Oui, c'est un petit trésor. Comment vous vous y prenez pour l'intégrer dans un herbier? Je peux vous montrer si vous voulez. C'est parti. Donc voilà. À cette étape, avant de sacrifier un bout de la plante, on va noter déjà tout d'abord toutes les informations dont on a besoin, qui vont probablement disparaître au séchage, c'est-à-dire la couleur des fleurs, la couleur des feuilles, de la tige, peut-être la pilosité. Et puis ensuite, tout simplement, on va prendre un cutter, parce que comme la tige est un petit peu fragile, on va essayer de faire une coupe nette. Et puis je propose qu'on prenne celle-ci. Elle a de belles feuilles, elle a une belle tige, elle a une belle inflorescence. Et elle a un bourgeon à sa base, donc si jamais elle repart, elle pourra redémarrer à partir d'ici. À partir d'ici. D'accord. Allez. Voilà. On démêle la tige et on a notre rameau prêt à être mis en herbier. C'est pas toujours le cas, mais là on est plutôt sur du matériel simple à installer. On referme le journal. Hop. Voilà. Et puis là, on ressemble à un botaniste de terrain. Ce bégonia encore inconnu ira rejoindre l'herbier centenaire du parc, riche d'une collection de plus de 200 000 plantes du monde entier. Ces herbiers ont aujourd'hui une valeur inestimable, car d'ici quelques décennies, de nombreuses espèces sauvages auront disparu. À côté de la statue de Bernard de Jussieu, père de la botanique moderne, Stéphane Crozat souligne l'enjeu que constitue l'étude du végétal. Alors Stéphane, le parc de la Tête d'Or, c'est un parc du 19e, un parc urbain 19e. Qu'est-ce qui en fait aujourd'hui un parc encore actuel ? Par rapport à son programme d'origine, qui était d'en faire un parc populaire, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, c'est plusieurs millions de visiteurs chaque année. La dimension à la fois sportive, pédagogique existe toujours et c'est le parc favori des Lyonnais. Mais la dimension aussi scientifique et en particulier la botanique, ici on est devant les fameuses grandes serres, c'est le symbole pour les Lyonnais du parc de la Tête d'Or. La botanique va devenir à nouveau quelque chose d'important. On parle de
du changement du climat, on parle de biodiversité, de tous ces enjeux qui sont aujourd'hui nos enjeux collectifs. Et ce type d'endroit sert aussi à ça. Il faut savoir qu'un certain nombre de choses qui ont disparu peuvent être encore préservées ici, mais que c'est aussi dans ces réserves-là qu'on va les puiser pour les créations des futures variétés qu'on va pouvoir manger, qui vont permettre de décorer nos futurs jardins, etc. Donc c'est vraiment important et les enjeux se trouvent ici dans ce type de structures qui permettent d'en discuter avec le public et de faire œuvre de pédagogie, de faire découvrir aux gens ces enjeux justement qui sont ceux du XXIe siècle.